Bien, bonjour aux auditeurs de l'Institut des Libertés. Alors aujourd'hui, je reçois Guillaume Bernard, qui est universitaire, maître de conférences, spécialiste de l'histoire du droit et des institutions aussi, on peut dire. C'est cela. Tout à fait. Mais avant de discuter fermement avec lui sur ce dont notre pays a besoin, je voudrais remercier le donateur anonyme qui a donné, mais vous ne le voyez peut-être pas, c'est arrivé ce matin, une espèce de couche pour le DAF. Vous savez, notre DAF qui a décidé d'aller passer son temps avec Emmanuel plutôt qu'avec nous. Donc, je ne sais pas qui a donné ça, mais je voulais le remercier. Je trouve ça touchant. En tout cas, il est très content. Il a déjà dormi dedans. Il a tout de suite su que c'était pour lui. Donc, je voulais simplement savoir qu'on est très sensible au fait que vous aimez bien notre DAF. Bon, ce point important étant couvert, passons à Guillaume Bernard. Et puisque vous êtes historien du droit et des institutions, je voudrais vous poser une question un peu de nature générale pour commencer. C'est-à-dire que quand un pays est malade, je crois qu'on peut dire que la France ne va pas très bien. Elle connaît une crise sous différents domaines, dans différents domaines, de manière certaine, c'est clair. Oui. Donc on ne va pas très bien. Bon, ça, je crois qu'on ça peut être accepté. En général, c'est parce que la loi fondamentale ne marche plus. C'est-à-dire que, moi j'ai remarqué que, par exemple, un pays comme l'Angleterre, qui n'a jamais eu de constitution écrite, il trouve toujours une façon de s'en sortir parce qu'il y a une porte de sortie auquel on n'avait pas pensé, les juges... Bon, enfin, la constitution de la 5e a été faite pour un homme, De Gaulle, et ce qui était déjà une erreur considérable, parce qu'une constitution se doit faite pour les siècles et pas pour un homme. Et quand je regarde la prééminence de l'exécutif sur les autres ordres, aussi bien judiciaires que législatifs, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Après 60 ans de constitution, on voit que la justice est aux ordres, on voit que la Chambre est devenue une espèce de chambre d'enregistrement où il ne se passe rien, le Sénat ne sert pas à grand-chose si ce n'est à nourrir le président du Sénat qui est bien nourri. Donc je voudrais que vous me disiez un petit peu, quel est avec le bénéfice du recul, vous qui êtes historien des institutions, quel jugement portez-vous sur cette constitution de la 5e ? Alors je crois qu'il y a deux points qui peuvent permettre d'éclairer le débat. Le premier, c'est que la logique des institutions, avant même la Ve République, mais des institutions de l'époque contemporaine, depuis la Révolution française, c'est que c'est l'organe qui exerce la fonction législatrice qui domine. Et on a toujours tendance à penser que, naturellement, ça devrait être le Parlement. Non. En l'occurrence, ça a varié au cours des régimes, et sous la Ve République, l'organe qui contrôle la fonction législatrice, c'est évidemment l'exécutif. Bien. Ce qui est déjà une contradiction, quelque part, en tout cas, par rapport au principe de Montesquieu, mettons. En tout cas, ça veut dire que la séparation organique des pouvoirs ne suffit pas pour qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. Et ce que Montesquieu a cherché, je crois, à expliquer, c'est Charles Eisenman, qui était pourtant très positiviste, qui l'avait démontré, que ce qu'il voulait, c'est plutôt que qu'il y ait une balance des pouvoirs, c'est-à-dire qu'une même fonction soit exercée par plusieurs organes, de telle manière qu'un organe puisse limiter l'exercice de la fonction par un autre. Bon. C'est le pouvoir qui contrôle le pouvoir, quoi. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir et qui contrôle le pouvoir. Le deuxième point qui mérite, je crois, d'être indiqué pour analyser l'état de nos institutions, c'est que, et vous avez fait référence à l'Angleterre, mais moi, en tant qu'historien du droit, plutôt des institutions françaises, je ferai référence à l'ancienne France, c'est que on a voulu, depuis la Révolution, établir de manière rationnelle, de manière abstraite, de manière générale, des régimes a priori qu'ensuite on va plaquer à la réalité. Au lieu d'avoir des institutions qui naissent de la pratique, qui naissent du corps social, qui sont, le résultat de la vie de la société, on a évidemment chercher à faire du rationalisme, du constitutionnalisme. Et donc évidemment, les institutions britanniques qui sont en très grande partie coutumières, elles ont mieux résisté au temps. Et les institutions, que ce soit de la romantique ou de l'ancienne France, c'était des institutions essentiellement coutumières. Et qui changeaient dans les différentes il y avait différentes institutions dans différentes parties de France. Et il y avait une vraie concurrence des institutions. Et bien entendu, parce qu'évidemment, il fallait respecter la réalité de la vie des différents corps sociaux et que être breton ou provençal, ce n'est pas exactement la même chose. Pour autant, il y avait une institution
alors pas autant de la féodalité, mais au moins à l'époque carolingienne, puis ensuite avec la dynastie capétienne, il y avait au moins une institution qui assurait une cohérence au tout. Ça ne veut pas dire qu'elle lui imposait une cohérence. Moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas du tout à la thèse que c'est l'État qui a fait la nation française. Mais il y avait au moins une institution, l'institution monarchique et royale, qui assurait une cohésion, une continuité, et qui permettait que l'esprit français, l'esprit gaulois très effervescent, eh bien, puisse s'exprimer tout en ayant une stabilité par l'institution monarchique. Il me semble qu'effectivement, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, on retrouve, je dirais, peut-être des nécessités de renouer avec cet état d'esprit britannique d'une certaine manière, de l'ancienne France d'une autre manière, qui, je dirais, ne chercherait pas à avoir des institutions rationnelles a priori et plaquées sur la réalité, mais qui en revanche naissent du corps social. C'est ce que les catholiques sociaux appellent la subsidiarité, c'est ce que les libéraux appellent les libertés, et de ce point de vue-là, il y aurait une convergence évidemment tout à fait possible entre, je dirais, ces différents courants. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que l'Angleterre s'est développée plutôt avec le droit coutumier, et nous, on s'est plutôt développé avec les codes, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des gros machins qui descendent et qui s'imposent aux gens. Alors voilà. Ça, c'est depuis le 19e siècle. Oui, depuis 2 siècles, c'est certain qu'on a adopté cette vision centralisatrice, jacobine et nivelante. Et nivelante, ça c'est clair. Auparavant, non, parce que, par exemple, même les grandes ordonnances de codification de Louis XIV étaient en fait tout simplement la généralisation des solutions du droit commun coutumier. Ça n'était pas la volonté de Louis XIV qui était plaquée sur la société, c'était Louis XIV qui généralisait les solutions coutumières qui étaient le résultat de la vie du corps social. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que, et là je fais une analyse, vous me direz si elle vous paraît juste ou pas, je dis dans le fond, dans une nation, il y a à peu près 3 niveaux. Il y a le peuple, vous voyez, le souverain, qui est là, qui grenouille, qui essaye de se débrouiller comme il peut. Au-dessus, vous avez le corps de l'État, l'administration, qui est une machine très compliquée, qui requiert des gens qui n'ont aucun caractère et beaucoup de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la caractéristique. C'est Aguenand, si vous voulez. C'est Aguenand dans le Petit Nicolas, qui est géré par les Aguenans. Et au-dessus, vous aviez la fonction politique, qui dans toute bonne situation politique, est l'endroit où vous pouvez être foudroyé. Le roi doit être foudroyé s'il s'est trompé, quoi. C'est le tyrannicide. Il y a évidemment le tyrannicide si jamais, évidemment, il viole le bien commun. Ou c'est les théories René Girard, si vous voulez, où le roi était fait pour être liquidé, quoi, le cas échéant, quand ça ne marchait pas. Mais depuis Giscard, ce qui s'est passé, c'est que la fonction administrative a pris le contrôle de la fonction politique. Et donc, nous n'avons plus de fonction politique. Donc la France, aujourd'hui, aussi curieux que ça paraisse, crève de ne pas avoir de politique. Il est certain que je crois qu'on se trompe d'angle quand on critique l'ENA ou la haute fonction administrative. Ce sont des gens qui sont généralement techniquement bons. Mais tout le problème, c'est qu'ils sont là pour exécuter des décisions politiques, mettre en œuvre et non pas prendre les décisions politiques. Or, l'énarchie a colonisé le personnel politique, au lieu d'être ceux qui allaient être les directeurs de cabinet, les chefs des administrations, pour mettre en œuvre les choix politiques qui avaient été faits, eh bien, ils se sont hissés au stade, au niveau, effectivement, de la catégorie politique. La solution, ce serait sans doute de rendre le personnel administratif inéligible. Comme c'est le cas en Grande-Bretagne, en Allemagne, bien sûr, en Suisse, aux États-Unis. Ce serait évidemment une des solutions. Et puis, ça permettrait aussi de tordre le cou à cette idée qui s'est répandue depuis maintenant quelques années, venue d'ailleurs des institutions européennes, l'idée de gouvernance. Oui. C'est-à-dire qu'on a remplacé le gouvernement par la gouvernance. Le gouvernement, ce sont des choix qui sont faits en fonction de valeurs philosophiques ou d'orientation idéologique. Et on ne gouverne pas innocemment. Et évidemment. Et donc, par conséquent, on fait des choix, on peut se tromper. À ce moment-là, on est foudroyé. Exactement. Ou alors, mais depuis l'idée de gouvernance, ça voudrait dire que les choix politiques ne se feraient plus et qu'il y aurait des solutions techniques, scientifiques, qui s'imposeraient à tout le monde. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ces solutions, c'est que vous êtes en dehors du cercle de la raison, selon l'expression de Mach. Voilà. Donc là, évidemment, vous avez mis aussi le doigt sur un autre aspect.
Le premier, effectivement, la question, je dirais, du constitutionnalisme au lieu d'avoir du pragmatisme constitutionnel. Et puis le deuxième, effectivement, la colonisation de la caste politique ou, disons, je dirais, du personnel politique plutôt, par, effectivement, la haute administration. C'est évidemment comme problématique. La caractéristique de l'administration, qu'on le veuille ou non, c'est un monde stable. Ils n'aiment pas le changement, ils n'aiment pas la prise de risque, parce qu'autrement, ils auraient été faire autre chose. Ils seraient devenus entrepreneurs, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Donc, automatiquement, ils mettent au niveau politique comme seul but qu'il ne se passe rien. Et donc, on arrive à une situation complètement gelée, où rien ne bouge, mais tout s'agite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous êtes un peu dur, parce que quand vous dites c'est la stabilité pour la stabilité, il est quand même nécessaire qu'il y ait une certaine continuité de l'État et de la chose publique. C'est le côté positif de la chose. Mais évidemment, on peut voir aussi la chose d'un point de vue plus négatif. C'est certain qu'évidemment, la continuité, ça peut conduire évidemment à l'idée, je dirais, d'un non-changement, d'une non-évolution. Que le non-changement est une bonne chose. Est une bonne chose, absolument. Que le non-changement est une bonne chose et que le changement... Donc on se retrouve dans un monde où la création destructrice n'est pas acceptée. Par exemple, le but, c'est de dire, mais non, il y a une entreprise qui ferme, elle ne peut pas virer les gars. Moi, je suis stupéfait à l'heure actuelle, tout le monde veut arrêter les voitures, très bien. Quand on ferme des usines de voitures et qu'on ferme les usines de pneus, tout le monde gueule. Attendez une seconde, si on arrête les voitures, on va plus rouler, on n'a plus besoin ni de pneus ni de voitures. Quoi. Oui, mais vous savez bien, c'est pas du tout pour prendre leur défense, ça c'est plus vraiment pour aller dans votre sens, mais vous savez bien que le discours politique juxtapose des émotions les unes à côté des autres et ne cherche pas, je dirais, à avoir une vision globale et cohérente. C'est peut-être pour ça qu'ils sont méprisés. Parce qu'il y a un candidat aujourd'hui qui se remet à parler des choses normales d'une façon que les Français ont l'air de comprendre, et il a l'air d'attirer les foules. Alors que quand vous avez 30 personnes qui écoutent Madame Pécresse, c'est un sujet énorme, quoi. Elle a fait un énorme tabac. Donc, je veux dire par là, c'est que jusqu'à quand va-t-on penser que raconter des calembredaines aux citoyens, c'est gouverner? Jusqu'au moment où ils vont le peuple... Ils vont se révolter. Au moins, je dirais, créera une situation, je dirais, de remise en cause, je dirais, du régime. Parce qu'on peut appeler ça le régimicide. Il y a le régicide, il y a le tyrannicide. Pourquoi pas le régimicide, c'est-à-dire la remise en cause des institutions, pas simplement politiques, mais des institutions politiques, administratives, sociales, qui, évidemment, conduisent à la mort du corps social. Le fait que les institutions, dans le fond, compteraient plus que ceux qui y vivent, ceux qui les font vivre. Eh ben, peut-être qu'évidemment, il faudra arriver à ce jour où il y aura une révolte des peuples contre ceux qui les mènent en bateau. Oui, qui a bien commencé ici ou là, on le voit dans tous les pays du monde. Il y a une révolte des peuples contre les technocrates un petit peu globalisants, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a vu en Hongrie, on le voit partout. Enfin, je veux dire... On l'a vu en Russie, on la voit même en Chine. Le peuple, la nation est en train de revenir à la surface, me semble-t-il. Mais cette façon dont on va traduire ça, ça va être difficile. Parce que... Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a eu quand même ces dernières années plusieurs mouvements sur des thèmes différents. LMPT sur les questions sociétales, les Gilets jaunes sur les questions économiques et fiscales, qui, je dirais, sont issus de la société civile, comme on dit, qui n'ont pas été canalisés ni par les partis, ni par les syndicats. Ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ne savaient pas quoi en faire, et surtout, ils sont nés en dehors d'eux. Parce que jusqu'à il y a encore pas si longtemps, il y avait évidemment des organisations qui étaient là justement pour canaliser l'expression, je dirais, politique, ou les révoltes, les revendications. Or là, il est bien évident que les mouvements récents que nous avons vus, ils ont été en dehors des structures qui sont supposées leur permettre de s'exprimer. Et donc c'est bien le signe qu'il y a une distorsion de plus en plus grande entre effectivement, on va dire, les élites, qui d'ailleurs n'en sont pas, on pourra revenir là-dessus, mais enfin les élites et puis effectivement le peuple. Ce ne sont pas des élites, si vous me permettez de le dire, je crois que ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas diplômées, intelligentes, techniquement compétentes. Mais une élite, c'est quoi? C'est la pointe avancée d'un groupe social. Et cette pointe avancée, elle est prête normalement à se sacrifier pour le groupe social qu'elle représente. Or justement, qu'est-ce que font ces élites aujourd'hui? Eh bien, elles sacrifient le reste
à leur profit. C'est que ce ne sont donc pas des élites. Et je crois qu'il faut arrêter, alors même si évidemment l'expression d'élite mondialisée qu'on doit à Chevènement, elle est intéressante, parce que elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, mais ça n'empêche qu'elle laisserait entendre quand même qu'ils sont intelligents, qu'ils sont généreux, alors qu'en fait, ces élites ne le sont pas. Et donc il faut, je dirais, tordre le cou à cette idée que les élites sont dans le cercle de la raison, tandis que les autres seraient évidemment dans la déraison et dans l'émotion. De sombres crétins. C'est-à-dire, je voudrais faire une petite incidente, c'est qu'un jour j'étais avec un vieux rabbin qui m'a... Je suis catholique, hein, mais enfin de temps en temps ça fait du bien de parler à un rabbin. Vous savez, on peut parfaitement discuter avec tout le monde. On peut discuter avec tout le monde, on se voit ça, mais en plus, si j'ose dire, ils ont un peu d'antériorité dans la réflexion, quelques milliers d'années. Et il me disait, ce qui est fascinant dans les évangiles, c'est le moment où le Christ fait la multiplication des pains, vous savez. Et il se retourne, il voit cette énorme foule, et il les ébat. Et donc, il les fait asseoir, il les fait bouffer. Et le vieux rabbin me disait, c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un aime le peuple. Il dit, jamais ça ne s'était produit. D'habitude, les puissants avaient toujours peur du peuple. Et là, il se retourne et il aima le peuple. C'était un peu les rois de France qui aimaient leur peuple. Et donc, le rôle des élites, pour revenir à votre idée, c'est d'aimer le peuple, c'est de le guider, c'est, comme vous dites, de se sacrifier. Et de se sacrifier pour lui, et non pas de le sacrifier lui, bien sûr. Exactement. Et donc, il s'est passé dans les mêmes années, dans les années 60-70, un phénomène curieux, c'est d'un seul coup, les élites ont cessé d'aimer le peuple. Ils ont commencé à en avoir peur. Et si vous voulez, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des gens comme Guillaume, qui était donc un peu le patron du service secret, le patron du pétrole, tout ça va toujours ensemble, un peu le patron de l'armement, ça va aussi assez bien ensemble, tout ça, voilà, qui était... Mais personne n'a jamais mis en doute l'amour de Guillaume pour la France. Je veux dire, c'était un moine soldat. Et il y avait toute une haute administration qui était des moines soldats, qui ont fait toute la... Et puis d'un seul coup, ça a été remplacé par des affairistes. Et je crois que c'est un peu de ça dont crève la France. Elle crève du fait que l'élite à qui on autorisait le pouvoir parce qu'elle aimait le peuple et parce qu'elle le menait dans la bonne direction, parfois elle se trompait, mais c'est pas grave, il n'y avait pas de doute sur son honorabilité, et bien maintenant, cette élite, moi, je crois que ça va être la première fois dans l'histoire de France qu'on a un roi de France, le président actuel, qui n'aime pas son pays, qui à l'évidence n'aime pas son pays, n'aime pas la France. Je ne reviens pas, si vous voulez, quand il dit qu'il n'y a pas de culture française, quand il parle de crimes contre l'humanité, quand il parle de... Je me dis, mais ce type, mais d'où sort-il? Comment est-il arrivé à être roi de France? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, pour moi, c'est ce que vous posez, c'est une question très importante, c'est pourquoi nos élites, d'un seul coup, se sont-elles mises à détester le peuple? Et je crois que le déracinement culturel et moral, ici, je ne parle pas de pratique religieuse, mais de morale au sens de la moralité publique. Comme les hussards noirs de la République, ils aimaient leur pays aussi. Par exemple. Il touche pas seulement, effectivement, la population dans son ensemble, mais peut-être en premier lieu, effectivement, ceux qui pensent être au-dessus. Il y a cette formule, vous savez, de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Je crois qu'il ne se pose même plus la question de savoir si Dieu existe ou non, et il part du principe que tout leur est permis, parce que tout leur est accessible. On n'en est plus, je dirais, à la démarche qui est qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je peux faire. Vous voyez, j'ai un peu travaillé récemment sur les travaux de Jacques Ellul sur la société technicienne, et évidemment, l'un des enjeux qui va se poser à notre civilisation dans les années qui viennent, c'est évidemment la question du transhumanisme, voire du post-humanisme, et on en est arrivé aujourd'hui à une situation où, de manière commune, collective, on ne peut plus émettre, je dirais, une critique vis-à-vis d'une évolution sociétale. Sans dire qu'on est un vieux gâteux. Sans dire qu'on est gâteux, mais surtout sans être accusé de vouloir faire de la morale. Comme si faire de la morale, ça n'était pas, ou espérer qu'il y ait une morale commune pour assurer la cohésion du corps social, ça ne soit pas nécessaire. C'est pas parce que la technique permet, la technique ou autre chose, permet de faire quelque chose qu'il faut nécessairement la faire. Ceux qui refusaient la morale, c'était les nazis d'ailleurs. Si je peux me permettre, sans passer. Dans les régimes totalitaires récents, oui. Mais il y en a eu malheureusement bien d'autres avant. Alors moins industriels que les régimes totalitaires du XXe siècle, mais il y en a eu bien d'autres dans toute l'histoire de l'humanité. Et dans toute l'histoire de l'humanité, les gens qui effectivement pensaient que ce qu'ils voulaient
devaient être obligatoirement réalisés, devaient être obligatoirement obtenus, ils étaient tout de même jugés d'une manière un peu plus dure qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous savez, il y a l'adage qui a été formé par Loisel au début du XVIIe siècle qui disait « si veut le roi, si veut la loi ». Bon, ça veut dire que, évidemment, pour qu'il y ait une loi commune au royaume, il faut qu'il y ait une volonté royale de la promulguer. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que toute volonté royale était une loi. Non, évidemment, au-dessus du roi, il y avait un certain nombre... Il y avait l'ordre naturel des choses, il y avait le droit divin, la loi naturelle, les règles d'évolution du trône. Et puis même sous le roi, ce qui limitait son pouvoir, il y avait les coutumes de droit privé. Et puis, oui, un certain nombre de pouvoirs. Donc, tout n'était pas, et un certain nombre les corps intermédiaires, naturellement, qui avaient, eux, une autorité sur leur propre vie sociale et sur leur propre fonctionnement. Et donc, tout n'était pas permis parce que, effectivement, il y avait une société qui n'était pas atomisée et entièrement, je dirais, sous l'autorité de l'État, comme ça l'est évidemment aujourd'hui. Alors, moi j'ai beaucoup lu, quand j'étais un peu plus jeune, mais je l'ai gardé un peu en mémoire, un historien anglais qui s'appelait Toynbee, vous savez. Et Toynbee disait que dans le fond, le rôle des élites, on y revient, c'est de répondre aux défis. S'il y a un défi qui se présente à la société, le rôle des élites, c'est de traiter le défi. Si on ne le traite pas, il se représente ailleurs, sous une forme différente, plus gravement. Si on ne le traite pas, ça ressort ailleurs. Et à la fin, si on ne traite pas le défi en fin de parcours, il n'y a que 3 possibilités. Ou bien le régime disparaît, ou bien le pays disparaît, ou bien la civilisation disparaît. 3 niveaux de catastrophe, en quelque sorte. Et j'ai toujours trouvé cette analyse assez forte, parce que dans le fond, nous, le défi de l'Europe, ça a été pendant un siècle et demi les guerres entre l'Allemagne et la France. On avait trouvé la solution en 1945, etc. On nous a collé l'Europe, c'est très bien, ça a empêché tout ça. Mais depuis maintenant, chaque fois qu'il y a un problème, on dit plus d'Europe. Mais c'est plus le défi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on met le défi qui a marché, la réponse au défi qui a marché dans le temps, comme réponse au défi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la baisse de la démographie, c'est l'immigration, il y a toute une série de... Donc, si vous acceptez cette analyse qui est un peu sommaire, mais qui je crois est fondamentalement juste, quels sont les défis auxquels on va faire face en tant que citoyen maintenant? Moi, je suis un bon citoyen, je veux aider. Quelles sont les crises auxquelles on va être confronté? Quels sont les défis? Qu'est-ce qu'on doit traiter comme problème? Le corps politique, à quoi il doit s'atteler aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a trois crises, 3 insécurités auxquelles nous sommes confrontés, aussi bien individuellement que collectivement. Il y a la crise et l'insécurité matérielle et physique, évidemment. Est-ce que je peux me promener librement et sans risquer d'être agressé dans ma personne? La sécurité. Voilà, la sécurité. Il y a une insécurité économique et sociale dans le sens où, évidemment, les Français ont le sentiment, et je crains qu'ils n'aient malheureusement raison, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux-mêmes n'ont vécu. La seule chose, c'est que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que l'on a, notamment avec les dépenses publiques, vécu très largement au-dessus de nos moyens pendant un certain nombre d'années, et que l'on n'a pas assuré le renouvellement des générations et même l'augmentation démographique qui aurait évidemment permis... Et le maintien du stock de capital que nos ancêtres nous avaient légué, puisqu'on le bouffe. Exactement. Et puis je crois qu'il y a une 3e insécurité, c'est l'insécurité culturelle et morale, c'est-à-dire le fait que le corps social se délite, il s'atomise, il se communautarise il est en partie au moins colonisé. Donc c'est la question notamment de l'immigration, dont l'islam n'est qu'un aspect, un aspect sans doute évidemment le plus frappant, je dirais le plus dangereux avec l'islamisme, mais ça n'est qu'un aspect de cette question plus générale qui est la question de l'immigration et de la démographie. Donc voilà les 3 insécurités. La démographie, les problèmes sont encore plus graves, si je veux dire, en Italie, Espagne ou Allemagne, parce que là, on est en voie de catastrophe. Là. Mais, alors, donc, vous dites, voilà, quelles sont, et quelles seraient les tâches auxquelles devrait s'astreindre un prochain président s'il était élu, compte tenu de cette analyse que vous avez faite? Rendre vie au corps social, permettre à ceux qui ont les forces, l'initiative, de redonner vie au corps social. Aller vers le bas. Évidemment, de partir du bas
pour monter vers le haut. Ce que moi j'appelle la subsidiarité, ce qu'un libéral comme vous appelez les libertés, mais ça revient au même. Ça revient au même. C'est la même. C'est ce que disait Pompidou, mais c'est d'emmerder les Français, quoi. C'est ça. Voilà. Alors moi je pense qu'on pourrait, avec, je dirais, en plus l'assurance d'une certaine cohérence doctrinale, évoquer 5 termes, 5 items qui seraient, je dirais, la synthèse je dirais, d'un programme politique ou d'une action politique. Oui. C'est la question de l'identité. Oui, absolument. La question de l'autorité, c'est-à-dire une autorité qui élève les gens et non pas qui les écrase et qui leur assure par exemple la sécurité matérielle et physique. La question de la souveraineté, c'est-à-dire est-ce que l'on est maître de son destin, aussi bien d'un point de vue des frontières que d'un point de vue juridique. Le slogan des partisans du livre en Angleterre était génial, Take Back Control. Bon, c'était brillant. Donc, identité, autorité, souveraineté, liberté au pluriel, les libertés des corps sociaux, les libertés des entreprises, les libertés des familles. Bon. Et puis, 5e thème, je crois, la question de la dignité, c'est-à-dire le fait de ne pas traiter l'autre comme une chose, comme un instrument, mais de lui reconnaître sa valeur intrinsèque, et donc il y ait, je dirais, une véritable confraternité, je dirais, des membres d'une civilisation, dont notamment, évidemment, je dirais, la question, je dirais, de l'enfant à naître ou du malade comateux. Le traitement qui a été réservé à Vincent Lambert il y a quelque temps était, à mon sens, particulièrement honteux. Donc voilà, identité, autorité, souveraineté, liberté ou subsidiarité et dignité, ça me semble être, je dirais, des termes qui permettent à la fois, je dirais, d'avoir quelque chose de cohérent et, je dirais, d'axer, je dirais, un discours qui permettrait de rassembler des gens qui ne sont peut-être pas, je dirais, intéressés par chacun de ces aspects, mais la force d'attraction de ces différentes notions, liberté, dignité pour les uns, autorité, identité pour d'autres, la force d'attraction est suffisante pour que si jamais ils ne sont pas, comment dire, parfaitement, je dirais, en phase avec les autres items, eh bien, ils y participent, ils y adhèrent tout de même. Voilà. Et ça me paraît, en effet, ça me paraît un excellent programme. Mais je voudrais ajouter quelque chose, c'est que ça n'est possible que si nous avons réussi à retrouver notre souveraineté juridique. Or, aujourd'hui, il y a un grand débat qui se passe dans le domaine du droit, et là, je voulais vous interroger. C'est est-ce que la souveraineté vient du peuple, qui est dans le fond l'idée qu'on a depuis qu'on a coupé la tête à Louis XVI, quoi. C'est que le peuple est souverain. Avant, c'était le roi, bon, maintenant, c'est le peuple. Et puis, la souveraineté vient du droit, c'est-à-dire de la Cour de justice. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez à Bruxelles, etc., ils vous disent que la souveraineté réside dans les 2 cours de justice européennes qui imposent aux autres. Mais je ne vois pas qui les a élus, au nom de quoi elles font le droit. Elles prétendent qu'elles sont la souveraineté, qu'elles disent le bien, mais attendez une seconde, qui t'a nommé, tu vois. Bien sûr. Donc, elles ont un vrai problème, elles n'ont pas de fondement pour leur légitimité. Donc comment on va régler ce problème Les Anglais l'ont réglé en sortant de l'Europe. Oui, et puis de toute façon, ils affirmaient, avant même de sortir de l'Europe, qu'une loi postérieure, une loi nationale postérieure, devait de toute manière s'imposer au droit communautaire, au droit européen. Bon, alors, il y a plusieurs aspects dans ce que vous avez dit, et c'est évidemment quelque chose d'essentiel. La première des choses, c'est que, on va le traiter en un instant si vous le voulez bien, mais je crois que ça mérite quand même... Allez-y. C'est que, il y a évidemment la question de savoir est-ce que la souveraineté appartient au peuple ou pas. Moi, je fais plutôt partie d'une famille de pensée aristotélicienne, thomiste, effectivement, qui ne croit pas beaucoup à la théorie du contrat social, dans laquelle, je dirais, ce seraient les individus qui décident de former une société qui serait souverain dans cette société. En revanche, il est bien évident que ceux qui exercent le pouvoir politique doivent être sous le contrôle de la souveraineté, doivent être sous le contrôle de ceux sur qui ils exercent le pouvoir. Oui, avec leur consentement. Évidemment. Et donc ça veut dire que c'est la souveraineté, ce que la scolastique médiévale appelle la souveraineté per populum, c'est-à-dire par l'intermédiaire du peuple, avec la surveillance. Les gouvernants ne sont pas là pour disposer des gouvernés. Et les gouvernés peuvent se passer et renverser les gouvernants si jamais ils violent le bien commun. Moi je crois que, alors c'est peut-être très intellectuel de dire ça, mais je crois que ce qui est fondamentalement souverain, c'est le bien commun. Voilà. Oui. Après, évidemment, encore faut-il savoir
comme faut-il réussir à le déterminer. Et puis il y a le deuxième aspect des choses, c'est évidemment dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'hypothèse que la souveraineté appartient aux personnes qui ont voulu que le corps social existe, qui l'ont créé, et qui ensuite désignent, soit exercent cette souveraineté directement par le biais du référendum, soit indirectement par le biais des représentants, il est bien évident qu'aujourd'hui, le système est parfaitement vicié. Le système est violé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceux qui sont là pour, normalement, appliquer à des cas d'espèce les principes généraux qui ont été déterminés dans la loi, à partir du moment où ils se substituent aux législateurs, que ce soit le Conseil constitutionnel lorsqu'il fait le contrôle de constitutionnalité, ou le Conseil d'État, ou la Cour des droits de l'homme, ou les juridictions européennes, il est bien évident que là, il y a un coup d'État politique qui ne peut pas être toléré, ne serait-ce qu'au regard des principes même du système dans lequel nous vivons. Mais c'est un peu la même chose que là. Si vous voulez, quand on a découvert les colonialistes et les anticolonialistes, quand les gens qu'on avait éduqués ont découvert qu'ils avaient des droits, ben ils se sont révoltés contre nous au nom des droits qu'on leur avait dit qu'ils avaient. Et c'est, dans le fond, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est carrément un mouvement anticolonial pour se révolter contre les maîtres de l'État aujourd'hui. Bien sûr. Oui, non, mais c'est parfaitement, c'est logique. Ça me paraît le même combat, quoi. Parce que là, ce qui s'est passé en Algérie, ça risque de se passer en France, si j'ose dire. Et je vais vous dire, le problème, c'est qu'on vit sous la tyrannie et le matraquage de l'idée de l'état de droit. Si nous contestons l'exercice qui est fait, notamment par le Conseil constitutionnel, d'un pouvoir usurpé, parce que la décision de juillet 71 de faire un contrôle de constitutionnalité des lois, non pas uniquement vis-à-vis de la Constitution, c'est-à-dire est-ce que la loi respecte les institutions telles qu'elles sont prévues, les rapports de force entre les organes, mais d'introduire dans le bloc de constitutionnalité la Déclaration des droits de l'homme de 89, le préambule de 46, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il s'est créé un corpus, il a créé artificiellement un corpus idéologique qui lui permet d'exercer un pouvoir législatif après le vote de la loi et avant sa promulgation. Ce qui est contraire à l'esprit des institutions et à ce qui était prévu, par la Constitution. Voilà. Il y a la séparation des pouvoirs. Alors la seule limite évidemment qu'on peut nous rétorquer, c'est de dire le Conseil ne peut pas s'auto-saisir. C'est vrai. Il ne peut pas s'auto-saisir. Il retrouvera toujours un valet de service. Mais voilà. Et donc j'attire l'attention aussi sur le fait que si jamais nous devions, dans les années à venir, ou dans les mois peut-être à venir, introduire le référendum d'initiative populaire, il faudrait évidemment faire très attention au fait que le Conseil constitutionnel ne puisse pas exercer un contrôle de constitutionnalité sur la loi référendaire. Parce que sinon, évidemment, il pourrait retoquer l'expression, n'est-ce pas? Je crois que la première référendum qu'il faudra faire, c'est la suppression du Conseil constitutionnel. Alors, c'est peut-être mon côté modéré, qui existe aussi. Admettons qu'on le conserve, ne serait-ce que dans l'état d'esprit de la Constitution de 58, c'est-à-dire vérifier qu'une loi ne porte pas atteinte à l'équilibre des institutions telles qu'elles avaient été prévues par le texte constitutionnel. Dans ce cas-là, on peut le garder. Et on pourrait presque aussi envisager, dans un état d'esprit américain, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui a été la transposition en France, je dirais, du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception américain, c'est-à-dire effectivement qu'un juge puisse écarter l'application d'une loi si cette loi viole les libertés d'une personne. Pour ma part, ça ne me choque pas trop. Mais je préférerais pour le coup, comme aux États-Unis, que ce soit chacun des juges qui soit susceptible d'exercer ce contrôle de constitutionnalité plutôt qu'une institution nationale et centralisée. Ça, je dis toujours en plaisantant, de toute façon, pour être le président du Conseil constitutionnel, de nos jours, il faut avoir un casier judiciaire, quoi. Vous êtes sûr, vous avez vérifié que tous les présidents du Conseil étaient dans cette situation? Non, mais il y avait Dumas, vous vous souvenez? Oui, mais avait-il été... il n'avait pas été condamné avant. Non, mais alors, puis ensuite, il y a eu Fabius. Oui. Et puis maintenant, il va y avoir Juppé. Donc, si vous voulez, autrefois, si vous étiez... Je ne crois pas que Robert Badinter ait été condamné. Non, mais c'était avant. Ils n'ont pas tous été condamnés, mais il semble qu'avoir été condamné, alors que vous ne pouvez pas être gendarme si vous aviez un casier judiciaire. Donc, vous pouvez être juge au tribunal constitutionnel si vous avez un casier judiciaire, mais pas gendarme. Il me semble que là, il y a aussi un léger problème. Certaines libertés que les élites s'auto-attribuent, peut-être. Voilà, ça fait partie de celle-là. Donc,
C'est une conversation extrêmement intéressante, j'espère qu'elle saura intéresser nos auditeurs. Mais pour moi, je me pose une question essentielle, c'est quand on regarde la situation de la France aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher, ce que j'ai aussi souvent dit ici, je pense littéralement qu'on est comme devant des feux de tourbière, vous savez, c'est-à-dire que vous regardez ce pays et puis vous avez un geyser de flammes ici, puis vous dites, bon, on va aller voir ce que c'est, on va l'éteindre, puis il y en a un autre qui part là. J'ai vraiment l'impression que le corps social est dans un état de rage. Et pour quiconque va en province, il y a deux personnes qui sont unanimement mais détestées et haïes, c'est donc le politique à Paris et les médias. Ils sont mais haïs à un point qui dépasse l'entendement, quoi. Je voyais je voyais les Gilets jaunes, par exemple, ils n'acceptaient pas les radios-télévisions, ils acceptaient que RT Moscou, quoi. Ce qui est quand même marrant, quoi. C'est quand même... RT Moscou, bon, je veux bien, mais enfin, c'est pas la télévision française. Mais, donc, il y a une haine aujourd'hui que je sens chez les gens qui en ont pris plein la gueule, contre ceux qui se sont protégés à leur détriment, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, comment traiter ce problème de la division de la France entre deux partis qui se haïssent? Si vous partagez mon point de vue. Alors, la seule limite que je dirais à votre, à votre constat, c'est que malgré tout, beaucoup de Français continuent quand même à écouter les médias dominants. Oui, oui. Peut-être en s'énervant, peut-être en rouspétant, mais il y a un certain fatalisme, il y a une certaine... Mais il y a aussi cette explosion de tous ces réseaux parallèles qui est très... Bien sûr. Mais enfin, bon, il y a quand même évidemment cette domination intellectuelle, culturelle, qui vient encore de la gauche, alors que la gauche aujourd'hui ne produit quasiment plus rien, et elle n'existe plus. Tiens, je vais vous poser une question, puisque vous êtes un homme très lettré, si vous me permettez. Je finirai ma réponse tout à l'heure. Oui, finirez votre réponse, parce que ça me vient à la tête, parfois j'ai comme ça des idées. Je dois recommander une dizaine, les gens m'ont demandé, dans le cadre de cette chaîne, de recommander 10 grands livres politiques, économiques, etc., qu'il faut avoir lu dans sa vie. Et je me dis, qu'est-ce que vous recommanderiez si vous cherchiez un livre de gauche? Ça peut donner le point de vue de la gauche, parce que quel est le grand esprit de gauche? Ellul, peut-être, qui était un peu à gauche? Oui, mais enfin, il se considérait à gauche, mais je crois que la qualité intellectuelle d'Ellul fait que, à la limite, je dirais, la classification politique, il est pas au-delà de ça. Non, alors, donc vous me demandez un titre, un auteur récent... Qui a vécu dans le dernier siècle, et à qui vous diriez, il faut que vous l'ayez lu parce que vous comprendrez. Parce qu'il traduit la pensée de gauche ou parce qu'il analyse? Parce qu'il traduit la pensée de gauche. Parce qu'il s'est... ce que je veux dire, parce que je cherche un grand esprit de gauche, et bon... Je crois quand même que la grande histoire des idées politiques et des partis politiques de gauche qui a été faite par Jacques Julliard est quand même pas mal. Ah bon? Elle est sortie chez Flammarion, si je ne m'abuse, en 2012, et il identifie 4 familles politiques de gauche. Alors vous savez que Jean Touchard avait essayé de faire une classification tripartite de la gauche, comme René Raymond avait fait une classification tripartite de la droite, et Julliard, à mon avis, touche mieux la réalité. Donc à la fois il décrit l'histoire de ces courants et il les classifie. Et il identifie 4 courants. Donc votre réponse, ce serait... Je vous donne une réponse d'universitaire pour un ouvrage universitaire. Parce que c'est vrai que vous me prenez de court, j'aurais été plus facilement enclin et en capacité de vous répondre que lire à droite. Ce qui m'intéresse évidemment plus. Oui, mais il y en a plein à droite. Oui, mais... non, mais bien sûr, il y en a plein. Oui, vous savez, un jour, j'avais posé la question à Milton Friedman en lui disant « Mais comment se fait-il que tous les grands auteurs sur le libéralisme soient français et qu'on n'ait jamais appliqué en France ?» Il m'avait dit « Charles, pour décrire l'enfer, il faut vivre dedans. » Ce qui m'avait fait rire. Il était marrant comme tout. Bon, alors continuez votre réponse. Si alors, ma réponse, si je me souviens, je vais essayer de recoller effectivement, de recoller... Non, je vous en prie. De recoller les morceaux. Donc, oui, il y a incontestablement une cocotte minute. Nous sommes dans une situation d'une cocotte minute. C'est-à-dire que, pour l'instant, les Français se détournent des institutions. Regardez l'abstention monstrueuse, y compris aux élections municipales,
alors qu'en théorie, le maire est à peu près le seul homme politique qui est vraiment respecté, parce qu'on voit concrètement ses réalisations, la salle des fêtes, comment dire, qui le se donne du mal. rond-point, bon, voilà. Et donc, il y a une désaffection. Le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions, aujourd'hui, elles ne vont pas tomber sous prétexte que les Français s'en détournent. Pourquoi ? Parce qu'elles reposent sur la théorie de la souveraineté dite nationale. Je vais juste faire un tout petit peu de technique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les électeurs qui font des choix politiques. Les électeurs exercent une fonction qui consiste à désigner des représentants qui, eux, feront les choix politiques. Et à l'intérieur d'institutions préexistantes. Et donc, exactement. Et donc, à partir du moment où il y a eu la désignation des représentants, même s'il y a très peu d'électeurs pour désigner les représentants, une fois les représentants installés, ils peuvent exercer le pouvoir. Ils sont légaux. Donc, exactement. Et donc, les institutions ne tomberont pas par l'augmentation de l'abstention. Elles ne seront renouvelées, ces institutions, que s'il y a évidemment une reconstitution tout simplement de la vie politique et sociale sur une autre base. Et donc, alors moi je n'appelle pas, parce qu'on risquerait de vouloir vous accuser, l'Institut des libertés, de faire de la propagande pour des coups d'État ou ce genre de choses. C'est pas mon propos. C'est pas du tout mon propos. C'est justement plutôt, non pas l'inverse, mais je dirais quelque chose de parfaitement différent. C'est de reconstituer la société par, je dirais, le localisme, par des jeux de solidarité, par l'intermédiaire d'entreprises, d'associations de défense du patrimoine culturel ou naturel, par la constitution d'écoles alternatives, par la mise en place de mouvements de jeunesse. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'on puisse véritablement obtenir d'institutions, des institutions actuelles, par le simple fait de changer le personnel politique dans ces institutions, un changement profond. Alors attention, il y a évidemment des hommes politiques qui pourront limiter la casse. On peut évidemment espérer que certains hommes politiques, certains candidats à la présidentielle seront quand même moins nocifs et peut-être même plus positifs que d'autres, évidemment. Mais si ce qui est au cœur, je dirais, du délitement social, c'est, la conception sous-jacente de ces institutions, ce qu'il faut, c'est les remplacer, et les remplacer petit à petit. Et le régimicide, il se fera par le corps social lui-même, qui va substituer petit à petit sa vie sociale, ses réalisations à des institutions qui sont aujourd'hui délabrées. Voilà la réponse que je vous donnerai en vous disant que... C'est une réponse, si j'ose dire, d'anglo-saxon. Les Français ont tendance à penser que la révolution règle tout, elle règle jamais rien. C'est simplement une thèse hayekienne que les mouvements se font petit à petit et changent, et que on améliore par la base et jamais par le sommet, quoi. Oui, et c'est un peu, je dirais, le même mécanisme que celui que je viens d'exprimer ici, que celui que j'avais proposé dans ma thèse du mouvement d'Extrogir, c'est-à-dire le fait de dire que bien entendu, c'est pas du jour au lendemain que les idées qui sont authentiquement de droite vont l'emporter. Mais en revanche, je prétends que, effectivement, depuis la chute du mur de Berlin, depuis le fait que la construction européenne ait perdu ses repères, depuis le 11 septembre, il y a une inversion des rapports de force qui fait que c'est désormais par la droite qu'il y a de la novation politique, par la droite qu'il y a, je dirais, une progression électorale qui repousse vers la gauche les organisations qui s'étaient retrouvées sur la droite mais qui n'étaient pas de droite. Et comme effectivement la gauche est désormais totalement, je dirais, divisée et en perte de vitesse, eh bien ce mouvement-là se perpétue. Mais c'est pas du jour au lendemain que la droite réactionnaire ou que la droite conservatrice va de nouveau être, je dirais, intellectuellement dominante. Qu'est-ce que c'est qu'être de droite pour vous ? Alors, être de droite, parce que moi on me dit tout le temps, vous êtes de droite, mais je leur dis je voudrais bien, mais il faudrait que vous m'expliquiez ce que c'est, parce que qu'est-ce que je suis, j'en sais rien. Parce que par exemple un homme comme Bastiat, il était tout sauf de droite, quoi. Frédéric Bastiat ? Oui. Il siégeait à gauche à l'Assemblée nationale, il a fait des tas de trucs, mais je crois que la droite, c'est dans le fond la primauté de l'individu. Moi, alors c'est là où effectivement le catholique social réactionnaire que je suis va diverger d'avec vous. Oui, là on touche évidemment un des points effectivement de rupture, alors qu'on a énormément de points de convergence. Absolument. Mais là en l'occurrence il y en a un. Alors
si je remonte très loin, je crois que la grande alternative politique, en philosophie politique, c'est celle qui est, je dirais d'une certaine manière, présente dans Aristote, dans l'éthique à Nicomaque ou dans la politique. Est-ce que l'on considère ou non que l'homme est un animal sociable en tant que tel? Est-ce qu'il y a un ordre des choses? Que cet ordre des choses, nous ne soyons pas forcément capables de tout le comprendre, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a un ordre des choses ou est-ce qu'à l'inverse, il y a uniquement des constructions artificielles? Et je crois que fondamentalement, l'alternative philosophique entre les classiques, ce que je me permets d'appeler les classiques, et les modernes, elle se situe là. Et que dans le fond, tout découle de cela. Pour les classiques, s'il y a un ordre des choses, ça veut donc dire que la principale fonction politique, c'est une fonction judiciaire. C'est de restaurer l'ordre des choses qui a été rompu par l'action des hommes. Et les règles de vie en société ne sont donc que le résultat de cette expérience judiciaire ou de cette expérience sociale. Par exemple, dans le droit romain, dans le digeste, vous avez, c'est toujours évidemment dans le texte, cette formule qui est géniale, qui consiste à dire on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. C'est parce qu'on a tranché des litiges, c'est parce qu'on a véritablement trouvé des solutions justes à des problèmes que petit à petit on va être capable de dégager des règles générales. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui vous disent, eh bien, il n'y a pas d'ordre des choses et seules les constructions de la volonté de l'homme, de la raison de l'homme, existent. Et par conséquent, il n'y a de règles de vie dans un corps social que celles qui ont été consenties par ceux qui le composent. Et donc évidemment, la principale fonction politique va être la fonction législatrice, et la justice ne va consister que dans l'application à un cas d'espèce du principe général qu'on aura établi de manière générale. Je suis plutôt partisan de la justice que de la... Donc je voulais... on est moins loin que vous ne le pensez. Eh bien alors, parfait. On va dévoiler... Et d'ailleurs, on va peut-être s'arrêter parce qu'il ne faut pas... Mais je suis content que vous soyez venu parce que je crois que ces problèmes sur la loi fondamentale, sur l'organisation de la société, sur la souveraineté, sur la subsidiarité, sont vraiment absolument essentiels pour la campagne électorale qui arrive et que les gens s'attachent à des détails et ne vont plus au cœur du système. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'universitaires comme il y en avait dans ma jeunesse, mais le mai 68 a détruit l'université française que j'aimais. C'est un autre débat. Et beaucoup d'universités deviennent des écoles qui reproduisent un système et non pas, je dirais, des lieux où il y a véritablement le débat et où l'on s'affronte et où l'on tente des hypothèses. Et on se met sur la gueule avec beaucoup d'entrain. C'était quand même, moi je me souviens, j'avais un professeur de droit constitutionnel quand j'étais à Toulouse qui était royaliste. Bon, c'était marrant, quoi. Il était agrégé de droit, il était marrant comme tout. J'avais un autre, comme mon beau-frère, qui était professeur à Bordeaux, qui était un copain de Ellul. Bon, bah, c'était déjà intéressant. Non, mais je veux dire par là, c'est qu'on a perdu cet endroit où le débat avait lieu, qui était l'université. Bien, ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie de votre invitation. On a tenu à peu près les délais. Et je suis très content parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui manque au débat à l'heure actuelle. Cette espèce de compréhension des phénomènes appuyée sur une connaissance de l'histoire. Et ça me paraît dommage de penser que la solution est toujours technique. La technique, c'est pas la solution. C'est un instrument. Au service du choix philosophique. Si vous voulez bâtir une cathédrale, vous commencez peut-être avec un truc pour couper les pierres, mais c'est pas ça qui est important. C'est l'idée de la cathédrale. C'est la finalité pour laquelle vous la construisez, parce que si vous n'avez pas une visée assez haute des choses, le travail colossal qu'il faut fournir, bah, vous ne le faites pas. Voilà, c'est exactement ça. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.